Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette troisième masterclass de la troisième journée des rencontres du développement durable organisée par l'Institut Open Diplomacy et l'École nationale d'administration. Je suis Raphaël Gourada, je suis le directeur des études de l'Institut et je suis très heureux de modérer cette troisième masterclass, troisième d'un cycle de 10 masterclass qui ont lieu lors de chacune des journées à 11h45 et qui ont pour objectif de replacer le débat de la transition écologique au regard des enjeux liés aux générations futures, avec une question centrale, quel avenir pour ces générations futures, quel avenir souhaitons-nous leur laisser ? Pour engager la discussion aujourd'hui, je suis vraiment très content d'accueillir 5 intervenants, 3 en plateau et 2 en distanciel. Tout d'abord avec moi sur le plateau, la Dr Alexandra de Hope-Scheffer. Vous êtes directrice de la recherche et du bureau de Paris du Jamal Marshall Fund of the United States, think tank qu'on ne présente plus tant il est réputé pour travailler sur les questions notamment de liens transatlantiques. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Également, Monsieur Jerry Komandega Tahama, député à l'Assemblée nationale du Togo, président du groupe parlementaire Nouvel Engagement pour le Togo. Jerry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en plateau. C'est un vrai plaisir d'être là, d'être surtout là pour cette thématique-là. Merci beaucoup, Jerry. Et à ma gauche, Noémie Chalon, tu es chef de la délégation française du Y7, donc le Youth 7, le G20 des jeunes, le G7, voilà, je vais y arriver, des jeunes, de l'édition 2021. Et en distanciel, nous sommes rejoints également par Madame Isabelle Roche, députée de la Moselle, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'être avec nous à distance et de participer à cette discussion. Est-ce que vous nous entendez ? Merci Je vous entends, mais par un très mauvais. Je me suis mis dans le meilleur endroit de permanence, mais la réception est très mauvaise. Donc de temps en temps, je serai obligée de vous faire répéter. D'accord, très bien. Bon, on est sur le dossier. Merci beaucoup en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Et enfin également à distance, Adrien Aristide, vous êtes élève de l'ENA. Merci beaucoup de participer également à cette discussion à distance. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Effectivement, élève à l'ENA de la promotion 2021-2022. Je vais commencer à présenter rapidement le thème de cette masterclass. L'objectif, c'est d'explorer les problématiques liant jeunesse et développement durable dans un cadre international, certes européen, mais surtout mondial, tout en interrogeant dans un second temps les manières dont on peut reconnecter cette jeunesse avec la puissance publique, sans oublier de conserver une focale micro, une focale locale, en exposant les mécanismes concrets qui permettent de faire le lien entre la cité et le politique, à travers notamment l'économie de l'innovation. Quelques mots sur le déroulé de cette masterclass. On va avoir un échange de 35 à 40 minutes avec les invités. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez poser tout au long de la conversation et nous les poserons à nos invités au cours des 10 minutes de fin de débat sur le chat dédié du coup. Je vais commencer par un thème, le thème de la jeunesse internationale et notamment on assiste à cette génération qu'on qualifie de génération sacrifiée, qu'on qualifie de génération éco-anxieuse, mais également de génération mobilisée. Cette génération, elle est mobilisée et donc du coup, Noé, je me tourne spontanément vers toi. Donc tu as participé au Y7 qui s'est tenu donc en mai 2021 et un des thèmes justement vraiment majeurs de ce Y7, ça a été la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois que ce Y7, en plus, il intervenait juste après des événements climatiques assez tragiques en France, puisqu'en avril, on a eu 10 régions de la métropole qui ont subi un gel particulièrement sévère, notamment en Ardèche, dont tu es originaire. Et cette vague de froid nous a vraiment rappelé en fait, la brutalité de la question et l'urgence de la question climatique. Donc ma première question, tout simplement, au regard de ta participation au Y7, quelle a été la place des enjeux de développement durable au cours d'une année où on les a vus vraiment au devant de la scène médiatique? Merci beaucoup Raphaël. C'est en effet une très bonne question. Donc le Youth 7, c'est effectivement la version jeune du G7 et dans cette arène-là, on a retrouvé des délégations des pays du G7 plus une de l'Union européenne avec des jeunes qui partagent aussi, comme en France, l'urgence climatique
toutes les études le montrent, la plupart des sondages le montrent, c'est la première priorité des jeunes aujourd'hui. L'urgence climatique, il y a aussi l'emploi, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est l'une des causes de l'anxiété de beaucoup de jeunes qui se demandent, qui se posent la question de leur avenir à l'horizon de quelques décennies, ou même peut-être de quelques années quand on voit des événements comme ça. Donc il y a eu très vite quand même un consensus parmi les différentes délégations pour envoyer un signal clair. C'est souvent ce genre de témoignage qu'on entend. Hein. On entend beaucoup Greta Thunberg, mais aussi beaucoup d'autres jeunes qui s'expriment à leur manière. Et ce qui nous rassemblait aussi, c'était au-delà du témoignage, essayer d'inscrire un peu plus les jeunes dans les processus de décision. On s'est rendu compte que les organisations internationales reflètent d'une certaine manière la même sociologie que des fois les institutions politiques, et avec des fois les jeunes qui sont en témoignage, mais moins en décision. Donc on a fait plusieurs propositions dans notre communiqué qui visent à, un petit peu de la même manière qu'on a un Youth 7, un groupe de jeunes, à avoir des groupes consultatifs ou des quotas de jeunes dans plusieurs institutions qui permettent de porter plus fort la voix dans la décision même de politique publique au niveau international. Et alors justement, je rebondis directement sur cette question de la création des coalitions. Est-ce que ça a été aisé de créer des coalitions avec les délégations, notamment les délégations des pays hors Union européenne, et en particulier la délégation américaine ? Plutôt, d'une certaine manière, le multilatéralisme et donc le Y7, qui est une institution très multilatérale, attire quand même des jeunes qui sont intéressés vers la coopération. Je ne pourrais pas dire qu'on est 100% représentatif de la jeunesse de ces pays-là, mais on est représentatif de la jeunesse qui est intéressée par construire des ponts entre les pays, des coalitions. Donc ça s'est plutôt bien passé avec la délégation américaine, avec la délégation canadienne également. Il y a eu quelques désaccords évidemment, mais c'était plutôt sur des points assez cosmétiques, je dirais. Globalement, on était tous quand même assez préoccupés et soucieux d'envoyer un message fort, de ne pas faire de la petite politique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, tu as mentionné les États-Unis, le Canada également, qui font partie des pays qui ont le plus fort taux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Donc on a vu que les États-Unis ont eu un rapport un petit peu délicat vis-à-vis de l'accord de Paris. Je fémise volontairement la question. L'administration Biden a réintégré l'accord de Paris en février dernier. Et en fait, tout au long de cette... J'emploie le terme parenthèse Trump, mais peut-on parler de parenthèse? Là est la question. La jeunesse américaine a été très active. On repense notamment au mouvement Sunrise en 2019, en plein mandat Trump, qui soulignait l'importance d'un nouveau Green Deal, etc., qui liait climat et emploi, notamment. Et du coup, cette arrivée du mandat Biden, qui a, sur le plan du climat, est-ce qu'il a pour premier effet supposé de rassurer cette jeunesse? Et surtout, est-ce que on peut faire confiance sur le long terme aux États-Unis sur la question climatique? C'est une vraie question à mon sens. Bien sûr, oui. Non, je pense que le mandat de Trump a été marqué en fait par ce décalage entre la non-politique de Trump en matière environnementale et puis effectivement cette jeunesse, mais aussi une grande partie de plus en plus de l'opinion publique américaine qui considère le climat comme un enjeu existentiel, n'est-ce pas? Et le GMF publie chaque année un rapport qui s'appelle les Transatlantic Trends et qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on interroge les Américains, 11 pays européens, sur leur perception des grands enjeux aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue intérieur qu'extérieur. Et les jeunes, donc on a pu aussi voir le gap générationnel. Les jeunes de 18-34 ans placent le climat comme un des plus grands enjeux, comme le plus grand enjeu en matière de sécurité, en matière de politique étrangère, de politique intérieure pour les 5 années à venir. Alors que les générations un peu plus âgées, elles, c'est plutôt le terrorisme et puis bien sûr les pandémies dans le contexte du Covid. La deuxième question qu'on a posée également, c'était quelle devrait être la priorité économique de votre gouvernement? Et là, la réponse des jeunes, 18-34 ans, est extrêmement intéressante parce qu'à travers les 11 pays qu'on a interrogés, États-Unis, Canada, pays européens, c'était la réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté, alors que les 55-60+, c'était la relocalisation des industries dans leur pays. Donc il y a une vraie... votre expression d'éco-anxiété de la jeunesse me paraît complètement pertinente.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui ébranle, ce qui rend la jeunesse anxieuse, c'est effectivement ce sentiment d'insécurité économique. Et l'autre chiffre que je voulais avancer, c'est en matière de marché du travail. Les statistiques européennes montrent que 17,6% des 20-34 ans en Europe sont soit sans emploi, soit sans formation. C'est énorme. Donc voilà, donc il y a à la fois vraiment cette prise de conscience que vous avez très bien décrite en introduction sur la prise de conscience de la jeunesse que c'est un enjeu existentiel et que les gouvernements ne font pas assez. Là aussi, on a demandé aux opinions publiques, est-ce que vous pensez que votre gouvernement fait assez en matière de changement climatique? Une très grande majorité de la jeunesse répondait non, tandis que les générations plus âgées estimaient que c'était plus ou moins bien. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cette jeunesse est effectivement anxieuse. Elle se dit que les générations de leurs parents, grands-parents ne comprennent pas en fait l'urgence que représentent ces enjeux, et donc c'est une voie qu'il faut vraiment que nos leaders politiques prennent de plus en plus en compte. Et pour terminer, est-ce que Biden est en lien avec cette jeunesse? Je dirais oui, il est vraiment à l'écoute de ces enjeux, et lui personnellement perçoit le changement climatique comme un enjeu existentiel pour les États-Unis. Après, est-ce que dans moins de 4 ans, on aura un nouveau président qui ressemblera davantage à Trump, ou Trump lui-même qui fera un retour et qui retournera la situation? Je pense que non, parce que ce mouvement-là aux États-Unis est trop fort. Très bien. Et justement, en fait, ce que vous évoquez, à mon sens, est très très important, cette défiance, on en a parlé justement à la masterclass de lundi dernier, cette défiance envers la puissance publique de la part de la jeunesse qui ne se sent pas défendue, qui ne se sent pas peut-être parfois entendue. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, Noé, je me retourne vers toi, que tu as pu, un narratif que tu as pu sentir, notamment tout au long de ces négociations du Y7? Oui, pas mal, et ça reflète aussi un état de la confiance dans même le vote et les institutions qui visent à être élues assez important. On a eu 83% d'abstention dans ma tranche d'âge, les 18-34 ans aux dernières élections. On va voir au niveau des présidentielles, peut-être un peu moins, parce qu'en général, c'est une élection à laquelle on vote plus. Mais c'est un constat assez alarmant. Et il y avait en effet une volonté parmi la plupart des délégués de secouer un peu le poirier pour faire bouger les choses. En effet, d'être entendu avec un message fort. Et alors justement, là, cette question de la confiance de la jeunesse, elle passe également par la formation de ceux qui incarnent et qui exercent la puissance publique. Et je me tourne du coup spontanément vers vous, Adrien. Donc, comme je le disais, vous êtes élève à l'École nationale d'administration, mais surtout, vous avez eu une carrière de 8 ans dans le secteur privé, dans le secteur associatif. Vous faites partie de GRINA, qui est donc le groupe de réflexion écologique de l'ENA, et vous avez été co-auteur et signataire de la tribune. Nous, élèves de la haute fonction publique, demandons à être formés à la transition écologique. Du coup, ma question, elle est assez simple. Au regard de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être rapidement un état des lieux de la formation des futurs fonctionnaires au sujet des enjeux de développement durable? J'ai l'impression, pour revenir sur un élément qui vient d'être dit, que on a en fait chez les jeunes la même conscience écologique en développement que chez les générations futures. Mais peut-être une différence qu'on remarque, c'est que la prise de conscience dans les générations précédentes, dans lequel je m'inclus même à la limite, en fait n'a pas connu les mêmes étapes chez les plus jeunes. Les plus jeunes ont toujours vécu dans un monde dans un monde ponctué par les rapports du GIEC, dans un monde ponctué par l'égrainement des mauvaises nouvelles climatiques. Et personnellement, moi, le chemin qui m'a amené notamment à l'ENA et à cette école qui forme quand même les futurs cadres de la fonction publique, c'est vraiment une prise de conscience de l'impact de de l'action humaine sur notre environnement, sur les écosystèmes. Et la tribune qu'on a souhaité signer, en fait, elle n'est pas seulement originaire d'élèves de l'ENA. C'est l'ensemble des écoles de la haute fonction publique, dans lesquelles il y a plusieurs corps. Le corps des ingénieurs, donc des corps plutôt techniques,
les administrateurs que sont l'ENA et beaucoup d'autres, parce qu'il y a une quinzaine d'écoles au total qui sont concernées, qui se sont positionnés pour dire, en tant que futurs acteurs de l'action publique dans le domaine, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'environnement, on a besoin d'être mieux formés, on a besoin d'être informés d'abord, c'est-à-dire de connaître les grands enjeux, de connaître les chiffres, de connaître les principales sources de dérèglement, de connaître les solutions qui se profilent, voilà. Et de faire cette formation d'une manière plus systématique. Pas simplement de compter sur l'information et la curiosité des élèves sur ces sujets, qui est réel. Moi, je fais partie d'un groupe également qui s'appelle GRINA, groupe de réflexion écologique à l'ENA, qui rassemble une bonne partie de ma promotion. Donc cet intérêt, il existe, mais on souhaiterait que ce ne soit pas simplement des gens qui sont curieux et qui se sont renseignés par ailleurs qui aient ces éléments, mais l'ensemble de la promotion. Et que cette formation, elle puisse se faire ici dans notre formation initiale et aussi au cours du temps, dans l'évolution de la carrière. On voit bien que l'état de la connaissance aujourd'hui est différent de celui d'il y a 5 ans, et on sait bien que dans 5 ans, on aura encore des évolutions dans l'état des connaissances, dans la recherche. Et on souhaite rester en lien avec ça. D'accord, très bien. Et plus largement, est-ce que vous vous êtes penché justement sur, en dehors simplement du seul cas de l'ENA et de la formation des cadres de la fonction publique, est-ce que vous avez eu l'occasion également de vous pencher sur le rôle des écoles, des grandes écoles notamment, dans la sensibilisation aux enjeux climatiques? Est-ce vous avez parlé d'une prise de conscience, et on la sent bien, cette prise de conscience qui chaque jour grandit, mais comment ça se traduit concrètement en termes de formation? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant qui a été pris ou qui reste encore à prendre? Oui, c'est très variable et c'est intéressant. C'est très variable que certaines écoles aient déjà beaucoup avancé, proposent déjà à leurs élèves un enseignement de fond et sur les moyens de s'engager, voilà. Et d'autres écoles, peut-être un peu moins. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse se mettre au niveau des bons élèves. Moi, je trouve que c'est cohérent pour des grandes écoles de se poser la question de savoir comment est-ce que leurs élèves peuvent concrétiser leur engagement dans leur future carrière, dans leurs futurs engagements professionnels. Peut-être une caractéristique de la manière de s'engager chez les jeunes générations, mais je ne pense pas que ce soit si différent des générations précédentes. C'est vraiment un engagement, on sent personnel, un changement de choix de vie, un changement de manière de consommer, un changement dans la manière de faire du lien avec les autres, dans la manière d'habiter un territoire. Et ça, comment est-ce qu'on peut donner ces clés aux élèves des grandes écoles? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concrétiser et traduire cet engagement qui est souvent privé dans quelque chose qui se concrétise dans l'engagement professionnel, c'est-à-dire qui permettent à demain un futur cadre de l'industrie, un futur cadre du tertiaire, un futur cadre public, d'exercer ses fonctions, ses responsabilités de manière compatible avec ses engagements. En fait, c'est ça le grand défi de la formation des grandes écoles. Et là-dessus, pour ce qui est des écoles du secteur public, il y a une diversité, de la même manière que pour l'ensemble des grandes écoles, disons une variété d'évolutions, et certains sont plus en avance. Et pour les écoles qui seraient un peu moins en avance, voilà, nous, on a souhaité, avec les dessinateurs de cette tribune, pousser dans le bon sens, faire en sorte qu'on puisse avoir cette formation. Il se pose la question, bien sûr, de l'accès à ces grandes écoles la capacité pour des jeunes qui seraient peut-être éloignés d'une certaine sociologie, comme Noé le disait juste avant, on peut retrouver dans ces cercles de responsabilité des profils un peu similaires. Et bien là, pour le coup, il y a une diversité d'initiatives. Je peux peut-être en citer une seule qui s'appelle Des territoires aux grandes écoles, qui vise à pousser des jeunes issus de territoires plus ruraux, qu'on a pu appeler périphériques, vers les grandes écoles, avec dans l'idée que ces engagements aussi transverses, qui touchent toutes les catégories de population, puissent être portés au sein d'une nouvelle génération de responsables.
Absolument, et je pense que c'est effectivement très important parce que si les enjeux écologiques touchent tout le monde, hein, l'impact du changement climatique est très démocratique, hein, puisqu'on en est tous victimes. En revanche, l'action de s'emparer de ces enjeux-là et de les faire siens ne l'est pas encore forcément, et se pose bien évidemment la question de l'accès aux grandes écoles, mais même de façon de la manière dont on va apporter en fait ces enjeux tout au long dans les moindres recoins du corps social. On reviendra peut-être sur cette question d'ailleurs ultérieurement, mais je voudrais passer d'abord la parole à Madame la députée et revenir un petit peu justement sur la manière dont on exerce la puissance publique, la manière dont on gouverne en état d'urgence climatique. Nous sommes en état d'urgence climatique. On est déjà en retard sur le calendrier 2030. Il ne sera probablement sur l'agenda 2030, il ne sera probablement pas respecté. Mais du coup, face à l'urgence climatique, comment est-ce qu'on gouverne dans cette urgence pour ne plus parler de transition écologique, mais véritablement de transformation écologique? Vous avez dit beaucoup de bons termes. Effectivement, on parle bien de transformation écologique et de transition écologique. Alors là, moi, j'ai juste un petit problème parce que je m'entends parler. Ah, il y a un écho. Et le retour est particulier. Donc, en effet, on est bien, comme vous l'avez mentionné, dans un état d'urgence climatique. On est encore en pleine terre, donc quand on est membre d'une majorité qui est de cette majorité qui gouverne, on a tous à prendre en compte. Et quand je regardais l'intitulé des questions et je me demandais comment j'allais y répondre, je me souvenais que quand j'étais jeune, et c'était il y a déjà longtemps, j'avais aussi cette impatience déjà concernant ces thématiques. Donc on voit que ces thématiques, ça fait déjà très longtemps qu'elles sont là, que là maintenant on est au pied du mur et qu'il faut impérativement y répondre. Donc le gouvernement français a déjà pris un certain nombre de mesures concernant cette transformation, notamment par la loi climat et résilience qui a été votée, par différentes mesures. Il me semble que nous aurions aussi tout intérêt à le faire un peu plus savoir, puisque beaucoup de demandes qui émanent quand je rencontre un certain nombre de jeunes sont déjà effectives. Donc, on a besoin, je remercie Open Diplomacy pour ce qu'ils font, de se parler entre différentes générations pour bien comprendre aussi les enjeux de chacun et que des gens de ma génération soient bien présents à l'esprit et comprennent bien quelles sont les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui. Là, on voit que la pandémie, et je lis ça à la transformation écologique, nous a été un accélérateur de cela, puisque par rapport au plan de relance européen, sur les 750 milliards qui sont débloqués, 37% sont liés directement à la transition, alors on appelait ça encore transition écologique, à la transition écologique. En France, sur les 100 milliards du plan de relance, c'est environ la moitié qui sont consacrés à la transition écologique, de façon pure. Maintenant, grâce, et là je le dis à dessein, grâce à la mobilisation des jeunes, cette transformation écologique, et on est passé justement de la transition à la transformation écologique, et ce n'est plus une part, c'est plus un objet à part, mais c'est une politique qui irrigue toutes les décisions. C'est une préoccupation qui irrigue toutes les décisions politiques. Et ça, c'est très important. Il faut savoir, par exemple, pour illustrer mon propos, que le président Emmanuel Macron a dit que plus aucun accord avec d'autres pays ne serait examiné si ces pays ne respectaient pas les accords de Paris. Donc, on voit bien que ces préoccupations sont prises en compte au plus haut niveau et que grâce à la mobilisation des uns et des autres, ces politiques, ces préoccupations irriguent toutes les politiques que nous pouvons mener à l'heure actuelle.
Très bien. Et alors justement, je vais, pour aller un petit peu plus loin sur ce terrain-là, on recevait justement à la masterclass de lundi dernier la sénatrice des Yvelines, Martha de Cidrac, et on a évoqué justement cette idée de gouverner dans l'urgence. Comment est-ce qu'on gouverne dans l'urgence? Alors je vais volontairement un peu lâcher à l'emporte-pièce les gros mots qui fâchent, mais quelle réponse on apporte à une jeunesse qui croit de moins en moins à la capacité de la puissance publique à apporter des solutions à cette problématique de la durabilité? Je parle du climat, mais je parle aussi, cette défiance, elle concerne la puissance publique en France, mais aussi au niveau européen. Hein, l'abstention des jeunes au niveau européen est quand même encore très très forte. Donc on a parlé un petit peu de ça, notamment lors de la deuxième journée des rencontres du développement durable. On a parlé de gouvernement par décret, on peut parler aussi de 49.3, on a parlé de dictature verte. Au-delà de ces mots vraiment parfois, enfin en tout cas très radicaux, comment est-ce qu'on apporte une réponse concrète face à une jeunesse qui reproche peut-être parfois les lenteurs qui sont propres au système parlementaire, bien évidemment? Alors, moi, j'aurais plusieurs niveaux de réponse. Mais quand vous parlez d'abstention des jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui s'abstiennent à l'heure actuelle. Et je pense que nous, politiques, nous avons un défi à ramener un maximum de personnes dans les urnes, et pas uniquement la jeunesse. Si la jeunesse s'abstient massivement, on voit que dans toutes les classes d'âge, en fait, ou quasiment toutes les classes d'âge, l'abstention est massive. Donc c'est une préoccupation qui est très importante. Maintenant, la préoccupation de la transformation écologique est plus prégnante chez les jeunes que dans d'autres classes d'âge. Oui, ça tout à fait. Maintenant, comment on peut y répondre? Par des projets de loi, par des propositions de loi. On n'est pas forcément obligé d'aller sur un 49.3, mais aussi beaucoup par de la discussion et du consensus. On voit que par rapport à la Convention citoyenne, sur les 150 propositions, 146 ont été retenues par le président de la République. Donc on voit quand une large consultation se fait, et ça a été traduit ensuite dans la loi climat et résilience. Maintenant, vous avez mentionné qu'effectivement le temps politique est un temps long, et on le voit notamment avec l'Europe. L'Europe, ça fait très longtemps qu'on est en construction européenne, et là on voit qu'on a franchi une étape décisive au moment de la pandémie avec ces fonds européens qui vont être investis, c'est 750 milliards. Mais il faut savoir que c'est une Europe à 27. Maintenant, on était 28 il n'y a pas très longtemps encore, mais nous sommes à 27. Et que convaincre tous les pays est extrêmement long. Mais maintenant, si on veut embarquer tout le monde dans la transformation écologique, nous avons besoin de ce temps, parce qu'il serait, à mon sens, très dommageable qu'un petit nombre de pays avancent, laissant les autres derrière. Et là, finalement, on ferait à nouveau peser on va dire, le retard pris serait difficilement, on aurait beaucoup de mal à compenser ce retard. Donc l'Europe est une très belle machine. C'est à dessein que j'emploie le mot de machine. C'est une très belle machine, c'est un très beau projet, mais qui a besoin que nous y travaillions, qui a besoin de l'adhésion des uns et des autres. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui sont très en retard sur la transition, sur la transformation écologique. Et il est du devoir des politiques de pouvoir se mettre tous d'accord. Là, on arrive à un accord, par exemple, sur la taxation carbone aux frontières. C'est une grande avancée. Ça veut dire que nous pouvons maintenant, d'ici quelques temps, les produits importés seront taxés en fonction de l'émission de CO2 que la production, de la production d'émissions de CO2 quand ils sont produits. Ce qui peut aussi éviter la tentation de délocaliser nos industries pour émettre moins de CO2, puisque l'Europe a décidé d'avoir des mesures, et heureusement qu'elle l'a fait, très contraignantes en la matière, des objectifs très ambitieux. Mais la tentation pour les industriels aurait pu être de dire que finalement on n'allait pas polluer chez nous, mais aller polluer à l'extérieur de l'Europe. Donc l'Europe a pris comme garde-fou cette taxation de la taxation carbone aux frontières. Donc il faut voir que ces politiques, elles sont mises en cohérence avec ce qui se fait à l'intérieur de l'Europe et envisagées au niveau mondial. Alors c'est vrai que il me semble aussi très important
que toutes les actions publiques et politiques soient replacées à chaque fois dans un contexte. Nous sommes sur un chemin. Alors oui, on peut toujours penser qu'il faut aller beaucoup plus vite, et je fais partie des gens qui pensent qu'on peut encore accélérer. Mais je ne dis pas que sur ce chemin, ce n'est pas ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de vivre dans un monde décarboné, dans un monde qui respecte les normes environnementales, dans un monde qui fasse en sorte que nous puissions tous vivre bien sur cette planète. Et ça a déjà été dit par des intervenants auparavant, c'est comment on habite ensemble notre territoire et comment on fait du lien. Donc oui, les politiques, on a besoin de plus d'explications et d'intégrer aussi dans nos mécanismes de décision toutes les générations et de trouver, enfin de favoriser les lieux de débat. La Convention citoyenne en était un. Et à chaque fois que des lois sont faites, d'avoir en amont et ensuite le côté ensuite l'explication et en amont de co-construction. Très bien, merci beaucoup Madame la députée. Alors justement, entre cette puissance publique et le citoyen, il y a un acteur qui est central, c'est l'entrepreneur. Et là, je me tourne spontanément vers toi, Géry. Tu n'es pas uniquement parlementaire, mais également entrepreneur et surtout tu es engagé auprès de la jeunesse pour que celle-ci puisse prendre à bras-le-corps cet avenir à travers l'entreprise, notamment de micro-projets. Il y a deux enjeux qui se dégagent de cette problématique, à la fois les opportunités dont la jeunesse doit se saisir avec l'aide du monde de l'entreprise et des pouvoirs publics, mais également un enjeu, et en particulier pour les États du Sud, de la sédentarisation de ces jeunes, notamment donc pour les pays du Sud qui sont fortement sujets à une fuite des cerveaux. Donc tout d'abord, je voulais te demander quelles initiatives tu avais mis en place pour permettre en fait cet entrepreneuriat de la jeunesse, notamment dans le domaine climatique, et peut-être dans un second temps la question suivante, comment garder cette jeunesse et l'amener à agir localement, à investir et à innover dans leur pays pour être autant de relais de cette jeune génération éco-engagée et éco-responsable. Je te remercie. J'aimerais, avant de rentrer dans ce sujet, faire quand même parler un peu de l'urgence climatique. Moi, je suis dans un pays où la mer avance entre 1,5 mètre à 5 mètres par an. Et ça, c'est des choses qui sont visibles. C'est-à-dire, par an, vous avez des maisons qui disparaissent, des villages qui disparaissent. Et ce qui m'émerveille dans les discussions que j'ai, c'est que malheureusement, dans les pays du Sud, l'anxiété climatique n'est pas encore implantée. Les jeunes ne comprennent pas encore cette nécessité de faire de la lutte pour la protection du climat un enjeu majeur. Et quand j'entends Noé, j'entends Adrien parler d'anxiété climatique, à la limite, j'ouvre les yeux grandement en disant « mais de quoi parle-t-il » Mais au même moment, il faut comprendre aussi que l'Afrique pollue peu. À la limite, on peut même dire que nous avons une chance. Pour le moment, nous ne polluons pas. Comme certains pays, l'Afrique, c'est à peu près 5% de pollution par rapport à l'ensemble de la planète. Donc, du coup, les jeunes ne sont pas forcément sensibilisés. Mais il y a un deuxième élément, c'est que la plupart des jeunes, quand on leur demande leur priorité, c'est l'emploi. C'est de sortir de la précarité. Et je vais, à la limite, utiliser une expression locale. Les gens disent qu'il faut trouver à manger d'abord. Voilà. Donc, du coup, si des gens n'arrivent pas à assumer leur quotidien, il est évident que c'est très difficile de leur parler de penser au climat, même de penser à ce qui se fera après-demain. Parce que c'est vrai que même si l'Afrique subit aussi de plein fouet les conséquences, que ce soit du gaz à effet de serre et éventuellement de la montée de la mer, mais nous n'avons pas malheureusement les moyens pour lutter contre ça. Et les jeunes aujourd'hui en Afrique, ils pensent à demain. Est-ce que je mange demain ? Qu'est-ce que je fais après-demain? Et donc, du coup, moi, en tant que j'ai une double casquette, je suis entrepreneur et je suis aussi député dans le Parlement togolais. Avec des amis, nous avons initié une question, un projet, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Europe sans penser aux questions qui se posent ailleurs en termes de sédentarité. Ben, la sécurité en Europe est aussi entièrement liée à ce qui se passe ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons lancé un projet qui date maintenant d'une année, qui s'appelle Micro-Projet Challenge. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de trouver des jeunes qui ont
des initiatives qui veulent vraiment lancer des entreprises et de la financer sans absolument demander des garanties. Parce que le gros problème qui se pose dans les pays comme les pays du Sud, c'est la question de crédit, de l'accès au crédit. Ici, autant on peut regarder l'historique bancaire d'un jeune pour lui faire un crédit. Ici, même parfois, les banques sont à la recherche de personnes pour leur faire des crédits. En Afrique, dans beaucoup de pays du Sud, c'est plutôt le contraire. Vous voulez faire un prêt, on vous demande une garantie, parfois un titre foncier, parfois même, en réalité, plusieurs cautions avant de faire. Donc, du coup, nous avons donc lancé ce projet de micro-projet challenge. Comment ça se passe? Nous demandons à des jeunes d'envoyer des projets. Ils les envoient sous une forme libre. Il y a un jury qui est chargé de sélectionner les projets qui ont un certain intérêt. Ensuite, ils passent réellement à un oral. Donc, ils arrivent, comme nous sommes là, ils présentent leur projet. Il y a des entrepreneurs qui sont installés depuis plusieurs années, qui posent des questions vraiment de viabilité, de vitalité du projet. Et quand la personne répond et que les 3 membres du jury trouvent que le projet est viable, la personne reçoit un financement. Comment ça se passe? Le premier financement, il est de 150 €. Quand la personne a fini par rembourser les 150 €, il passe à 750 €. Ensuite à 2500 €, ainsi de suite. Parce qu'on veut faire un apprentissage de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de jeunes entrepreneurs qui arrivent à s'assumer dans les pays du Sud, ben vous avez des personnes qui arrivent en Europe, dans d'autres pays comme immigrés. Donc voilà, le projet, c'est de sédentariser des jeunes. Parce que moi, je suis dans cette vision très optimiste de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est le pays de l'avenir. C'est le pays où vous avez quand même 60% de la population qui est jeune. Donc voilà, donc c'est cette approche qu'on a. Elle est encore embryonnaire. Elle repose exclusivement sur des fonds personnels. Parce que bon, pour le moment, on veut d'abord même une maturation de ce projet avant de commencer à demander de gauche à droite. Mais pour le moment, on se rend compte au bout d'une année que même sans demander des garanties à ces jeunes, ils sont très prometteurs. Et sur la question même de remboursement des crédits, ils sont tous réguliers. Et là, c'est un élément qui est, à notre sens, fondamental pour nous encourager à continuer à lancer des projets de sédentarisation. Pour moi, il faut sédentariser les jeunes en Afrique, mais il ne faut pas juste dire aux gens ne sortez pas, parce que tout le monde veut au moins se réaliser. Donc, il faut que les gens puissent trouver le minimum. Et ce minimum-là, c'est l'entrepreneuriat, parce que, comme vous le savez, dans tous les pays, la fonction publique, c'est entre 2 à 5% de la population active. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. C'est l'entrepreneuriat privé, c'est l'auto-emploi qui peut être une solution pour cette jeunesse-là, 60% des jeunes en Afrique. D'accord, très bien, merci, très intéressant. Effectivement, ça amène à considérer que la création de coalitions, en fait, elle ne se fait pas uniquement entre, je dirais, entre gouvernements, entre États, mais également entre sociétés, en fait. C'est justement créer ce sentiment d'appartenance commune entre les sociétés des différents pays. Effectivement, c'est notamment dans les arènes de négociation que ça se passe, mais également à l'échelle des États, où il faut, et notamment des États du Sud, où il faut créer effectivement cette prise de conscience. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat dédié sur le site live des rencontres du développement durable. Moi, j'aimerais revenir sur une question et sur justement le rôle de l'Europe. Alors, quand on parle de l'Europe en ce moment, il y a ce mot qui revient souvent, c'est la notion d'autonomie stratégique. Est-ce que l'Europe peut être autonome stratégiquement? Est-ce que sur le plan écologique, c'est le cas également? Est-ce qu'on peut avoir une autonomie écologique? Et est-ce que, je reviens un petit peu dans la perspective que l'Europe se retrouve dans l'hypothèse d'un retour au Trumpisme ou autre que vous avez évoqué tout à l'heure, Mme de Hoop-Scheffer, est-ce que l'Europe a la capacité à justement susciter ces coalitions? Madame Roche l'a très bien dit, c'est une machine qui peut parfois être un peu lourde, notamment dans les arènes de négociation, se mettre d'accord, puis ensuite négocier, c'est long, et c'est pas forcément un temps adapté à l'urgence. Est-ce que l'Europe a les capacités justement de faire cavalier seul sans les États-Unis? C'est tout l'enjeu, et je pense que la jeunesse est très en attente
sur cet aspect-là d'une autonomie, d'une forme de souveraineté européenne. Je pense aussi que la crise du Covid-19 a été un vrai révélateur de ce que j'appellerais nos hyperdépendances ou nos ultra-dépendances par rapport notamment à la Chine, sur des choses qu'on pensait pouvoir produire nous-mêmes. Tout simplement les masques, des produits pharmaceutiques. Et là, ça a redéclenché effectivement un débat en Europe sur cette autonomie industrielle, cette autonomie numérique, la capacité de produire des produits de base et qu'on puisse les solliciter, les activer dans le cadre d'une crise. Et ça, c'est lié aussi à la question de ce que j'appellerais la perception par la jeunesse aujourd'hui de la performance des institutions politiques et de la performance des institutions européenne. Il y a deux choses qui, pour moi, manquent aujourd'hui au niveau des États et au niveau européen. C'est tout d'abord la transparence. Si on veut régénérer une forme de confiance des jeunesses envers les institutions politiques de leur pays et les institutions européennes, il faut être transparent. Et il y a une vraie demande de transparence aujourd'hui. La gestion du Covid-19 en France, notamment au début, a beaucoup manqué de transparence, a généré aussi un bon nombre d'anxiétés qui d'ailleurs ne sont pas terminées du tout aujourd'hui. On le voit avec la campagne vaccinale et tout le débat que ça continue à provoquer. Je pense aussi que nos dirigeants politiques doivent être en mesure de dire « je ne sais pas vous répondre », au lieu de dire des choses qui ne tiennent pas la route quelques jours après. Transparence, il y a aussi un appauvrissement du débat public et politique de par la polarisation. On le voit aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à travers les pays européens. Et puis la dernière chose qui est liée, qui est un peu le chapeau de ces deux éléments, c'est un manque de vision aujourd'hui que proposent nos gouvernements respectifs et que proposent les institutions européennes. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'une vision, d'un sens de direction. Les jeunes sont en manque de repères aujourd'hui. Donc il manque cette vision, une vision pour la France d'ici, je dirais même 2030, c'est trop court, 2050. Une vision pour l'Europe, 2050. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue industriel? Qu'est-ce qu'on retient de cette crise Covid-19 pour que justement ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce qu'on fait avec notre système éducatif? Puisque l'éducation, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Avec les hôpitaux, avec le système judiciaire. Donc pour moi, il manque ce fil conducteur, cette vision qui permettrait également à la jeunesse de pouvoir se projeter dans les 20, 30, 40, 50 ans à venir et de se dire, tiens, il y a du sens en fait. Et ça manque aussi bien au niveau national qu'européen. On a parlé effectivement de cette urgence. Je pense qu'on est trop dans la gestion de l'urgence à très court terme, c'est quasi du quotidien. Et du coup, nous sommes dans une espèce de paralysie de la vision de long terme. Elle n'est pas là. Et ça, je pense qu'il faut, en tant qu'Européens, vraiment développer ça. Et ça, c'est essentiel pour développer justement une forme d'autonomie européenne et donc de souveraineté. Et effectivement, cette question du manque de vision, on l'avait évoqué avec Hervé Fischer, qui est philosophe et qui était invité à cette masterclass lundi dernier. Il parlait justement de l'absence de mythes, de grands mythes qui guident non seulement la jeunesse, mais également en fait l'humanité entière, et qui doit être à la base justement de ce combat écologique. Donc tout à fait. Et effectivement, vous avez souligné, à mon avis, à juste titre, que l'écologie, c'est pas qu'un impact, je dirais, physique, en tout cas concrètement palpable, mais également psychologique, qui est également très très fort. Et donc une question qu'on peut se poser, c'est comment l'institution publique répond, autre que par une loi climat concrète qui propose des mesures, comment peut-elle répondre aux perturbations psychologiques issues de ce changement climatique? Et du coup, spontanément, je me tourne vers vous, Madame la députée. Comment est-ce que cette institution, elle peut apporter peut-être cette réponse? J'entendais ce que l'interlocutrice précédente disait sur le manque de vision et je rejoins cela avec, j'en parlais justement dans mon équipe, où à mon sens, on ne met pas suffisamment en perspective les visions
et les projets qui sont, que ce soit gouvernementaux ou même européens. Quand on voit quand même que les plans au niveau européen sont à 2050, on voit bien qu'il y a une vision, avec une envie. Et il m'apparaîtrait très important, avec tout ce que j'entends, et je le ferai bien entendu, j'en serai l'écho dans mon Parlement, que nous communiquions mieux, déjà d'une part, et que nous associons aussi, bien entendu, les jeunes, mais comme c'est déjà fait dans un certain nombre d'instances, pour que ensemble nous puissions redonner ou réenchanter cette vision politique. Et ça participerait justement à donner des perspectives. Il n'y a rien de plus terrible pour la jeunesse, mais pas que pour la jeunesse, que de manquer de perspectives. Et j'entends que la crise sanitaire, finalement, a quelque chose qui nous a mis le nez tellement dans le guidon que les politiques qui sont très importantes, comme la transformation écologique, ont été beaucoup moins médiatisées que le reste, puisqu'on voit quand même que les gouvernements, si on reprend un par un quand même ce que les uns et les autres peuvent faire, et notamment au niveau français, on voit que notre président a une vision, a une ambition pour la France, mais tout est parasité à l'heure actuelle en termes de communication par la pandémie. Et nous avons eu quand même des ministres qui ont été en capacité de dire pendant la crise sanitaire qu'ils ne savaient pas, ou que dans l'état actuel des connaissances, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand ils l'ont dit, ça a été souligné par quelques médias, mais ça n'a été pas forcément très bien perçu, puisque c'est aussi l'ambivalence d'une partie de la société. Je ne parle pas de la jeunesse, là je parle de la société dans son entièreté, qui est qu'une partie souhaite que le politique ait toutes les réponses, et une autre qu'effectivement il puisse à certains moments dire « je ne sais pas ». Donc c'est aussi cette ligne de crête sur laquelle le politique doit se situer, c'est de rassurer tout en apportant un certain nombre de réponses, tout en étant en capacité de dire à certains moments « je ne sais pas », mais sans que ça provoque de l'inquiétude. Donc c'est, on va dire, la difficulté de la fonction du politique, mais c'est aussi la noble tâche, et c'est aussi pour ça qu'on s'engage, que de mener ces actions. Donc, pour répondre à votre question vraiment concrètement, c'est en effet être beaucoup plus lisible dans nos perspectives d'avenir. Et j'entends vraiment ce qui a été dit et je m'en ferai l'écho. Moi, je sais qu'au niveau où je suis, c'est pour ça que j'ai replacé dans le niveau, enfin sur on va dire la vision européenne, et je vous ai donné un certain nombre d'éléments sur la vision française, mais je constate que ce n'est pas suffisant et que nous avons besoin d'amplifier cela. Et effectivement, il y a en lien toujours avec cette question du mythe, il y a la question de la question de la confiance, elle est liée aussi à la perception de cette jeunesse à être non seulement entendue, mais également écoutée. Et là, je me retourne à nouveau vers vous, Adrien. Est-ce que vous avez pu évaluer d'une manière ou d'une autre l'impact justement de votre tribune sur, qu'on évoquait tout à l'heure? Oui, alors c'est une tribune qui a déclenché beaucoup de réactions. C'était pas, en fait, l'initiative de faire une tribune, elle n'est pas forcément naturelle dans le cadre d'une formation pour devenir responsable public. Et vous comprenez bien que le rôle du cadre de la haute fonction publique, et enfin de la fonction publique d'une manière générale, c'est de traduire en actes des décisions qui ont été prises au niveau politique, et de le traduire d'une manière qui aille dans l'intérêt, qui permette de concilier l'intérêt général avec l'objectif de cette politique publique, évidemment. Et du coup, cette prise de position a généré beaucoup de réactions, et plutôt des réactions positives de personnes qui soutenaient le fait qu'on puisse s'engager de cette manière, mais on est aussi très sensible, et on continue à l'être, justement à cette notion de fil conducteur là, qui a été évoquée dans l'action publique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. La raison de ce positionnement pour nous, et je viens après à la réception de cette tribune, c'est que ce fil conducteur, en fait, le fil conducteur doit être le développement durable, ça c'est ce qu'on trouve dans la charte de l'environnement,
et la préservation d'un environnement sain, notamment pour les générations futures. Et ça, c'est un fil conducteur de l'action publique. Il y a des actes concrets qui sont posés pour faire en sorte que l'action publique aille toujours dans cette direction. Mais on sent bien que l'attente vis-à-vis de l'action publique, elle n'est pas complètement remplie. Et pourquoi ? Parce que l'attente est à la hauteur des annonces de dégradation de tous les équilibres environnementaux, le réchauffement climatique au premier plan. Et du coup, on a l'impression que l'action publique répond pas, n'est pas assez rapide, est parfois en contradiction. Et tout ça provient notamment du fait que, alors moi je parle en tant que nouveau fonctionnaire, enfin en tant que fonctionnaire, il faut toujours prendre en compte tous les différents aspects d'un problème, il faut toujours prendre en compte le fait que c'est l'intérêt général qui doit être mis au premier plan. Et on ne peut pas, évidemment, consacrer tous les efforts à un seul problème, fût-il aussi structurant que celui des dérèglements écologiques en général, parce qu'il y a toutes les autres dimensions de l'action publique qui doivent être tenues à tout moment ensemble. Donc, c'est toujours difficile d'entendre les réactions face à l'action publique dans le domaine environnemental, qui est effectivement un domaine de temps long, et dans lequel on a besoin d'une vraie vision, et en même temps on a besoin d'actes maintenant, progressifs, mais en même temps qui se déclenchent dès maintenant, et qui portent du fruit dès maintenant. Moi j'ai l'impression que les réactions à cette tribune allaient justement dans le sens de dire, enfin, ou peut-être, enfin c'est peut-être un peu grand, mais on a l'impression que vous avez bien pris en compte la notion de fil conducteur dans l'action publique. Mais en réalité, ce fil conducteur, il est déjà présent dans l'action publique. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était le traduire en acte dans notre formation. D'accord. Très bien. Et du coup, pour conclure rapidement, Noé, est-ce que justement ce sentiment de peut-être ne pas être écouté, est-ce que c'est un sentiment qui est partagé, que tu as senti justement lors de ton expérience Y7 ? J'irai pas jusque-là parce qu'au Y7, on a eu la chance justement d'être dans l'une des rares instances où on est écouté. On a eu l'occasion de parler aux conseillers diplomatiques des gouvernements du G7. Même Boris Johnson a accordé une interview à une représentante de ceux-là. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Je reviens vraiment sur l'idée de la vision, en effet, qui a été abordée plus tôt. Je pense que c'est une manière d'inclure tout le monde. Parler de futur, c'est finalement parler de nous, parler de nos générations, parler de nous dans 10 ans, de nous dans 5 ans, dans 20 ans, 30 ans. Et c'est aussi une manière, je trouve, de prendre des décisions plus courageuses. Je me rappelle juste d'un petit exemple, je vais essayer d'être rapide, mais d'une ville japonaise dont la municipalité s'est dotée d'une espèce de commission pour les générations futures. Et lors de leurs conseils municipaux, ils font une première réunion où ils parlent des affaires courantes, etc. Et ensuite, la deuxième partie de la réunion, chacun parle en 2060. On est en 2060 dans la même ville, et quelles décisions il faut prendre pour arriver à la vision qu'on a définie plus tôt. Et ce qui est remarquable dans cette expérience, c'est que les citoyens eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils prenaient des décisions beaucoup plus courageuses que s'ils ne parlaient qu'en pensant à demain, après-demain, la semaine prochaine. Et c'est une manière, je pense, si chacun essaie de penser à un avenir à long terme, à très long terme même des fois, de se voir en fait aujourd'hui. Parler de demain, c'est parler d'aujourd'hui aussi. Et c'est là, je pense, qu'on a une voix qui peut porter parce que demain, c'est nous. Donc c'est là que la vision se rejoint avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Effectivement, ce nous, il renvoie vraiment à la notion d'inclusion qui est à la fois sociale et intergénérationnelle et qui semble effectivement très très importante et être une des clés majeures pour assurer cette transformation écologique. Merci beaucoup aux intervenantes et aux intervenants pour votre disponibilité, votre participation à ce riche débat. Merci au public pour ces questions et nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 14h pour la deuxième table ronde de cette troisième journée des rencontres du développement durable organisée par l'Institut Open Diplomacy et l'ENA. Table ronde qui sera intitulée « Europe en transition écologique et en mue politique ». À tout à l'heure.